C'est le 3e voyage des motards réunionnais de Motoland Aventure en terre indonésienne. Cet archipel n'en finit pas de se visiter. Il est riche de 13 000 îles, dont les plus connues sont Bali et Java. Sumatra l'est beaucoup moins. Elle est en effet restée très sauvage et la jungle couvre encore la moitié de son territoire. C'est pourtant la 6e plus grande île au monde, presque aussi grande que Madagascar, et plus de 50 millions d'habitants vivent ici. Les touristes, qui ne sont pas si nombreux, restent en général sur l'axe Medan-Padang et autour du lac Toba. L'Indonésie, c'est 13 000 îles, donc tout de suite m'est venue l'idée de découvrir une autre île. En discutant avec Régis, ça a été 2 ans de préparation, de reconnaissance GPS. Et le résultat, il est là maintenant. 2 ans après, on est sur cette île et cette fois-ci, on a ciblé le nord de Sumatra et particulièrement le lac Toba. Découvrir Sumatra à moto permet d'être au plus proche des habitants. Ceux-ci sont passés maîtres dans l'art de réhabiliter toutes sortes de 2-roues. C'est pour eux un moyen de transport privilégié. Beaucoup vu de vieilles voitures, de vieilles motos et aussi de vieux vélos. Et comme on est passionné de mécanique de façon générale, on attarde un petit peu plus là-dessus. Et puis c'est aussi une passion commune que on a rencontrée avec les gens d'ici, pour certains, parce que Banal est très débrouillard. Et comme il dit, La Réunion, il fait l'ameublement, l'auto il roule plus, maintenant ils remettent ça sur la route. Il est reparti pour m'y connaît pas je ne sais combien d'années. Les touristes qui veulent louer plusieurs motos devront se rapprocher d'agences balinaises comme Archipelago Aventure. Aucune organisation n'est en effet prévue sur l'île pour ce type d'expédition. Pour organiser un trip comme celui-là, comme celui qu'on a organisé, la difficulté c'est de trouver l'équipe sur place et le matériel. Les motos par exemple, elles ont dû faire 14 jours de camion à partir de Bali, c'est-à-dire traverser Bali, Java et tout Sumatra pour arriver jusqu'au nord de Sumatra, au lac Toba. Ensuite, il faut trouver une équipe sur place pour les chauffeurs, puisqu'on a 2 véhicules avec nous, et tout le matériel qui doit venir par avion. Lacs, volcans, plages, rizières en terrasse ou forêts tropicales, les paysages sont très variés à Sumatra. À l'intérieur des terres, le calme et le contact presque permanent avec les animaux raviront parents et enfants. L'île est une destination idéale pour une découverte en famille. Alors les touristes à Sumatra, c'est surtout les gens qui veulent en fait vraiment une grande évasion. Une grande évasion dans le côté nature, dans le côté indépendance, dans le côté liberté tout simplement. Parce qu'il y a vraiment des grands espaces, il y a le moyen d'avoir des vacances tranquilles pour tous les budgets et surtout être beaucoup plus proche de la nature que dans le reste de l'Indonésie à mon avis. Le charme de cette île, c'est aussi l'accueil de sa population. Et partout, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, règne un agréable sentiment de sécurité. Loin de l'industrie touristique de sa petite sœur balinaise, Sumatra laisse le voyageur déambuler en toute sérénité. Je m'y trouve vraiment que la population est très accueillante et on est vraiment épaté par ça. C'est vraiment le truc auquel je m'y accroche le plus. Et évidemment, comme nous les en moto, je m'y apprécie beaucoup les belles pistes que l'on a parce que je pense qu'on n'a pas tout vu, loin de là. Donc voilà, et puis c'est vrai que l'ambiance du groupe aussi, ça va, et on est dans un super groupe et ça se passe bien, c'est super. Les marchés du nord de Sumatra regorgent de fruits, de légumes et de poissons. Dans cette partie de l'île, de tradition chrétienne, on mange de tout. Les plats traditionnels restent le nasi goreng et le mie goreng. Ces mets, consommés dans toute l'Indonésie, sont constitués de riz et de pâtes, frits avec des morceaux d'omelette et de légumes. Les nombreuses rizières qui bordent les routes fournissent un riz qui sert principalement à la consommation locale. Il est cultivé et récolté de manière traditionnelle. Je suis plutôt étonnée de la variété. On a quand même des choses variées. On m'avait dit, tu verras, c'est plutôt assez répétitif. Mais on a mangé que 2 fois du nasi goreng. Et après, on a eu des mélanges de choses variées. Donc, on ne va pas se plaindre. Les habitants de Sumatra sont aussi des amateurs de café. Le kopi, café local cultivé sur l'île, est servi jusque dans les coins les plus reculés du territoire. Tout à fait convenable, il y en a partout, mais c'est vrai qu'ils le font particulièrement bien.
un peu râpeux, mais tout à fait agréable et à découvrir. Et puis les moments où on peut se poser comme ça sur quelque chose qui arrête de bouger, autour d'un bon café, avec ses camarades et partager ses émotions, c'est sympa. Dans tout voyage à moto, la pause déjeuner ou la pause café sont des moments privilégiés de contact avec les habitants. Apprentissage culinaire autour de la confection d'un repas ou séance photo avec les habitants, les occasions sont variées. Quand on arrive dans un village, 15 personnes qui débarquent, c'est vrai que les gens sont surpris et curieux en même temps. Bon, des fois, on fait pleurer un peu les petits-enfants qui ont peur, qui n'ont pas l'habitude de voir des touristes débarquer. Non, c'est vraiment une curiosité et un désir d'échange réciproque. Le séjour ne fait que commencer. Ces moments de rencontre avec les habitants de Sumatra se reproduiront tout au long du voyage. Et ici comme ailleurs, le visiteur y trouve autant de plaisir que celui qui le reçoit. Surnommée l'île d'or, Sumatra a connu toutes les convoitises. Elle a aussi subi, tout au long de son histoire, de multiples influences, chinoises d'abord, puis portugaises, britanniques et surtout néerlandaises. De nos jours, la religion musulmane prédomine à Sumatra, mais une enclave chrétienne, plus précisément protestante, subsiste autour du lac Toba. Ce lac est au centre de la culture batak, un peuple qui a aussi gardé sa lointaine tradition animiste, imprégnée de croyances ancestrales et du respect des personnes disparues. En revanche, les pratiques de cannibalisme et de décapitation n'ont heureusement plus cours depuis plus d'un siècle. Et au bord du lac Toba, nous sommes dans un village batak qui a une histoire également très riche, puisque avant l'intervention des missionnaires, qui se situe à la fin du 19e siècle, une peuplade qui avait des mœurs extrêmement dures, c'était des coupeurs de tête, des guerriers. Et là, nous sommes dans un village vraiment authentique, où on voit ce passé prestigieux rejaillir et ressortir sous nos yeux. Et nous sommes vraiment très impressionnés par ce que nous avons vu jusqu'à présent. La richesse culturelle batak a donné naissance à une architecture étonnante et métissée. Frises aux motifs géométriques, murs peints de couleurs chatoyantes, toits incurvés comme des bateaux ou des cornes de buffle, les maisons traditionnelles batak étonnent d'emblée le voyageur étranger. Toutes bâties sur le même mode, ces habitations sur pilotis, avec un grenier pour conserver les récoltes, abritent jusqu'à 20 personnes d'une même famille. Les maisons batak ont une architecture dont la source remonte à la tradition chrétienne et même de l'Ancien Testament, puisque ça rappelle l'Arche de Noé, et c'est un témoignage d'une subsistance des prédications qui ont pu être faites localement par les prêcheurs qui sont venus convertir ce peuple batak. On retrouve ça dans la forme des toits extrêmement pentus, avec ces caractéristiques tout à fait notables de ce mélange en quelque sorte de la culture traditionnelle batak et de l'apport chrétien qui a été effectué à la fin du 19e siècle. Même si la modernité y a fait irruption, avec ses immenses antennes paraboliques, la vie reste simple dans ces villages anciens. C'est une vie d'une simplicité incroyable. Il n'y a presque pas de modernité dans leur maison. Et puis voilà, on se met devant la maison, les gens regardent les petites motos passer, le temps s'écoule, et voilà, ça s'écoule doucement, au rythme des journées et des repas. Et puis voilà, très simple, très rural. À l'origine, les Batak habitaient tous autour du lac Toba. Ils ont ensuite émigré dans toutes les grandes villes de Sumatra pour y chercher du travail. Très attachés à leur tradition, ils ont également conservé leur langue et ils finissent toujours par revenir sur leur terre. Perpétuer la culture batak est pour ce peuple un devoir moral. Et c'est très important pour eux aussi de défendre constamment toute la culture batak. On le voit par exemple par les maisons, on va les voir par les sculptures un peu partout, on va les voir par les entrées dans les maisons qui vont avoir leur petite statue. On le voit dans plein de choses, dans vraiment plein de choses.
Pour favoriser cette transmission culturelle, un musée grandiose, l'unique musée Batak de Sumatra, a ouvert ses portes en janvier 2011 dans la petite ville de Belige. Des tableaux reproduisant l'alphabet Batak illustrent la très ancienne écriture propre à ce peuple. On y apprend aussi la particularité des noms de famille. Les Batak sont en effet les seuls à y accorder beaucoup d'importance dans toute l'Indonésie. Tous les noms Batak viennent du premier roi, Si Raja Batak, qui vécut au XIIe siècle. Ce roi a eu 2 enfants, Marga Sinamali et Marga Sinulong, et tous les noms Batak sont issus de ces 2 noms. Ce qui distingue les Batak des autres ethnies, c'est qu'ils possèdent des noms spécifiques et qu'ils en connaissent l'origine. Le Réunionnais qui visite Sumatra ne peut s'empêcher de retrouver quelques similitudes avec la langue malgache, notamment lorsqu'il entend des chansons locales. On sait aujourd'hui que Madagascar a été peuplée, il y a près de 2000 ans, par des populations en provenance d'Indonésie, et qu'il y aurait eu parmi eux des Batak. Ce que j'apprécie particulièrement sur le sol de Sumatra, c'est la diversité des paysages et surtout la diversité des habitats, qui vont des constructions Batak et également des constructions d'habitats qu'on retrouve sur le continent africain, notamment Madagascar. La danse traditionnelle Batak s'effectue autour d'un totem représentant l'arbre de la vie. Très symbolique, ces danses évoquent la dualité du bien et du mal, la prière au ciel et à la terre, la reconnaissance, l'espoir d'un mariage ou encore le contact avec l'ancêtre. Ils ont gardé cette indépendance et cette différence par rapport à tout le reste de l'Indonésie, notamment dans leurs habillements, dans leurs traditions et également dans leur musique, qui est complètement différent de Java, de Flores, de Bali, de Sumbawa, de Lombok et ailleurs. Les danseurs revêtent leurs habits traditionnels, confectionnés avec de somptueuses bandes de tissu. Ces pièces de tissu sont un beau souvenir à rapporter de voyage. Symbole du temps qui passe, ils ressemblent à ce peuple soucieux de conserver son identité à travers les époques. Une île dans une île. Ainsi peut se définir Samosir, posée sur l'immense lac Toba, au nord de Sumatra. 6e plus grande île au monde, Sumatra fait partie de l'archipel indonésien. Si elle est beaucoup plus petite, Samosir compte cependant 80 000 habitants. Parmi eux, monsieur Samosir. Opérateur touristique dans la région, il a hérité ce nom d'un facétieux ancêtre. Quand les Hollandais sont arrivés sur le lac Toba, ils ont demandé à mon ancêtre comment il s'appelait. Pour ne pas donner trop d'explications, et comme il venait de l'île de Samosir, il a répondu qu'il s'appelait Samosir. Ainsi, toute la famille porte ce nom depuis des générations. Pour accéder à l'île de Samosir, 2 options sont possibles, le bateau ou la route depuis la petite ville de Panguruan. Depuis la fin des années 80, les touristes viennent de toute l'Europe. Et ils aiment à rester ici plus longtemps, jusqu'à une dizaine de jours. Une seule journée suffit pourtant pour faire le tour de l'île, que l'on passe par son littoral ou par ses plaines verdoyantes. Les scènes de vie typiques ne manquent pas. Travaux agricoles dans les rizières, buffles nonchalants, marchés animés, de belles forêts d'eucalyptus ornent aussi le cœur de l'île. Les touristes sont de plus en plus nombreux sur l'île de Samosir. En 2008, j'ai ouvert cet hôtel qui a un standing plus élevé que le précédent, afin que les vacanciers se sentent bien et qu'ils aient envie de revenir pour mieux apprécier notre belle région. Presque 100% des habitants de Samosir sont chrétiens. L'île est parsemée d'églises, protestantes ou catholiques. Alors, en ce qui concerne Sumatra par rapport à l'Indonésie, aux autres îles de l'Indonésie, Sumatra, dans sa partie sud, est presque pareil, par exemple, que Java. Ça se ressemble beaucoup. Par contre, dans la partie nord, où nous sommes, au lac Toba notamment, là, c'est complètement différent. Et encore plus différent sur l'île de Samosir, où là, les gens sont donc des Batak, chrétiens et catholiques. Il n'y a pas de musulmans.
Comme tous les Bataks qui peuplent la région du lac Toba, les habitants de Samosir ont su allier leurs traditions ancestrales à leur foi chrétienne. Nous sommes intrigués par des modèles réduits de maisons Batak ornées de croix. Ce sont en fait des tombeaux. On en aperçoit partout. Leur beauté est à l'image d'un véritable culte des morts. Certains enterrements sont d'ailleurs une vraie fête. C'est le cas lorsque le défunt est réputé avoir eu une vie exemplaire et réussie. Pour les autres, pas de fête d'enterrement. Les fêtes de cérémonies mortuaires n'ont lieu que pour des gens assez âgés, de 80 ans par exemple, dont la vie a été un succès. Ce sont des gens qui ont réussi leur mariage, ont eu des enfants, des petits-enfants qui sont devenus indépendants. Ces personnes doivent avoir joué un rôle sur cette terre et avoir été libres dans leurs actes. Contrairement à Bali, Sumatra n'affiche cependant pas de vénération particulière pour les défunts. Ici, les morts sont bien morts. Mais les habitants de Samosir croient cependant que les ancêtres continuent d'aider les vivants et de leur donner une force intérieure. C'est peut-être cette conviction d'être aidés qui rend les habitants de Sumatra si optimistes malgré leur pauvreté matérielle. L'Indonésie est un pays pauvre, mais je ne le ressens pas tel quel. Les gens sont très souriants, très contents de nous voir arriver dans les villages. On ne voit pas qu'ils sont pauvres. Raconter plein de merveilleuses choses à mes copains. Leur montrer que les gens qui vivent ici, avec le peu qu'ils ont, ils sont très heureux, alors que nous, pour le moindre petit souci, on râle. Les 3 adolescents de ce périple auront été marqués par la façon de vivre des habitants de Sumatra. Comme le reste du groupe, ils apprennent très vite qu'ici, comme dans toute l'Indonésie, rien n'est grave, rien n'est important. Alors à quoi bon s'énerver ou être pressé? On trouve toujours une solution à tout. Relativiser en toutes circonstances, c'est un défi qu'il faudra relever au retour de ce voyage. Pour rejoindre la petite ville de Tonggeng, au bord du lac, il faut prendre le bateau. La piste conduisant au débarcadère est détrempée par les fortes averses de la veille, mais son panorama, en surplomb de vallées magnifiques aux rizières enchanteresses, fait tout oublier. L'embarquement de la dizaine de motos se révèle périlleux et rocambolesque. Le bateau qui va nous transporter de l'autre côté de la rive, et là aussi il y a une planche qui tient de façon miraculeuse et les motos sont transférées les unes après les autres avec une très grande attention pour pouvoir les mettre à bord. Il y a quand même 8 motos. Pour les motards, les 2 heures que dure la traversée sont l'occasion de quelques instants de répit. C'est que nos amis comptent déjà plusieurs centaines de kilomètres au compteur. Alors on est parti donc sur ce bateau au niveau de l'île de Samosir, de l'entrée de l'île de Samosir, un petit village qui s'appelle Toulas, pour aller jusqu'à un autre village, Sililahi, qui est à 2 heures de bateau à peu près. Un petit périple en bateau le long des côtes, de manière à pouvoir bien admirer le paysage, qui est assez riche quand même en cascades, en petites montagnes, en prairies vertes, en églises, voilà. La montagne et l'eau sont omniprésentes dans ces paysages qui ne cessent d'émerveiller les voyageurs de la Réunion. On a vraiment des très très beaux paysages autour du lac, très vallonnés. Ça nous change beaucoup de l'océan Indien, le lac est très calme. Donc avec le petit tour en bateau qu'on a fait aujourd'hui, ça change des grosses vagues très agréables. Et puis c'est vrai que le fait de passer à la fois du rivage et de monter en altitude, de monter, aller chercher les beaux paysages en altitude avec la côte bien découpée, c'était très, très joli. Né il y a 100 000 ans d'une éruption volcanique, le lac Toba est un haut lieu touristique de Sumatra. Long de 100 km, ce lac de cratère atteint jusqu'à 400 mètres de profondeur. Pour les Batak, le lac Toba et son île, l'île de Samosir,
sont un don des dieux à la terre entière. Ils sont donc soucieux de préserver ce site magnifique et notamment de le garder propre et sain. C'est le plus grand lac volcanique au monde, qui représente à peu près la superficie de l'île de la Réunion. Et la particularité de ce lac, c'est qu'il y a une île dans une île. Donc cette île, c'est l'île de Samousir, avec présence des ethnies Batak qui ont peuplé cette île il y a, je pense, au XIe siècle à peu près. Le lac est tellement vaste qu'il semble une mer intérieure. Calme, reposant, il appelle par l'harmonie de ses contours à une vie contemplative. Perché à 1000 mètres d'altitude, le lac, comme ses rivages, bénéficie d'une température toujours très agréable. Ici, on se baigne dans une eau à 27 degrés. De faire découvrir tout ça, de partage entre les gens qui viennent avec moi, entre la population locale qui est presque magique. Parce que justement, on passe dans des endroits où les touristes en grand nombre ne passent pas. C'est ça, le côté un petit peu magique en fait d'Archipelago Aventure. Malgré l'essor du tourisme, les habitants de la région du lac Toba restent assez pauvres. Ils vivent toujours essentiellement de la pêche. Et partout aux abords du lac, de grands parcs flottants accueillent des élevages de poissons. Les habitants autour du lac Toba vivent essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Sinon, il n'y a pas beaucoup de travail ici. C'est pourquoi beaucoup partent travailler dans les autres régions de Sumatra. Ici, la pêche est vraiment la principale activité. Après la ville étape de Tonging, c'est Beratsagi qui attend le groupe. Cette petite ville de montagne, située à 1600 mètres d'altitude, est le point de départ pour accéder au volcan Sibayak. L'Indonésie est connue pour ses nombreux volcans, dont beaucoup sont encore en activité. L'odeur de soufre et le bruit particulier des fumerolles du cratère contrastent avec la quiétude du lac. On est sur le volcan Sibayak. C'est un volcan, comme beaucoup en Indonésie, qui est toujours en activité, à environ 2200 mètres d'altitude. Dernière éruption, environ une dizaine d'années. Et depuis, c'est beaucoup de petits fumerolles, comme on le voit derrière, et pas plus. Mais il n'est pas considéré comme volcan dangereux pour l'instant. Aussi important que la randonnée en moto, c'est d'aller visiter toutes les curiosités qu'il y a en Indonésie. Et les volcans, c'est toujours des curiosités, vu qu'il y en a partout. Les visiteurs se plaisent à laisser une trace de leur passage au cœur du cratère en y inscrivant leur nom avec de gros galets. La Réunion 974 y figurera désormais en bonne place. À Sumatra, la route qui mène jusqu'à la réserve de Bukit Lawang est révélatrice du drame écologique qui frappe l'Indonésie. À la forêt succèdent d'interminables champs de palmes, cultivés pour leur huile très rentable. L'huile de palme est utilisée dans l'alimentation, les cosmétiques et aussi comme carburant. En 10 ans, l'étendue des plantations de palmiers de ce pays a plus que doublé. L'Indonésie est devenue le premier producteur devant la Malaisie. La demande ne cesse d'augmenter et la production devrait encore doubler d'ici 2020. On utilisait l'huile de palme pour faire du carburant, mais on s'est aperçu que ce n'est pas vraiment efficace. Et l'huile de palme est quand même beaucoup consommée en Asie, d'une façon générale, parce qu'elle n'est pas chère. Donc elle est beaucoup distribuée en Asie, et les Asiatiques, pour l'instant, ne sont pas encore sensibles à tous ces problèmes. Voilà, donc l'huile de palme, les campagnes pour boycotter l'huile de palme, c'est important, il faut en être conscient. Mais malheureusement, on ne sait pas encore si ce sera vraiment efficace à long terme. L'Indonésie a ainsi perdu les 4/5 de sa forêt tropicale. Elle couvrait pourtant 77% de son territoire dans les années 70. À Sumatra,
la forêt est passée de 2 millions à 400 000 hectares. C'est aussi le but d'Archipelago Aventure, de faire prendre conscience à tout ce groupe que malheureusement, toutes ces jolies palmeraies sont la cause de la destruction de Sumatra. L'enrichissement de pas mal de gens en Malaisie, à Bornéo, à Singapour, à Jakarta, au détriment de la nature, des animaux, de la flore, de la faune, de tout ça. C'est la faim et la pauvreté qui ont poussé certains habitants de Sumatra à vendre leurs terres aux planteurs de palmiers. Beaucoup de ces planteurs sont venus de la capitale, Jakarta, avec l'aide du gouvernement. Cette culture, très lucrative, nécessite peu d'entretien. Elle a supplanté celle des EVA. Je pense qu'il faut vraiment les aider à atteindre un niveau de conscience qui leur permette de préserver ce qu'ils ont, parce que pour moi c'est une vraie richesse. C'est un endroit magnifique qui reflète un peu ce qui se passe partout dans le monde, ces destructions massives et qui ne profitent en rien aux gens du pays. Je pense qu'on devrait vraiment arriver à sensibiliser les gens sur le fait de préserver des joyaux comme Sumatra. Pour moi, Sumatra est vraiment un joyau. Des centaines de villages de Sumatra résistent cependant aux compagnies d'huile de palme. Ils subissent alors la pression des autorités et des forces de l'ordre local, agissant toujours, disent-ils, au nom de l'intérêt national. L'un des moyens de résistance au tout palmier est le développement de l'écotourisme aux abords de la forêt primaire. Comme dans la réserve de Bukit Lawang, les voyageurs peuvent séjourner dans des bungalows en lisière de forêt et partir en trek à la rencontre des animaux. In Bukit Lawang, specialist for the tourists, there is we have a species of the ape, yeah. Ce qui attire les touristes dans la réserve de Bukit Lawang, ce sont principalement les orang-outans et également toute la faune et la flore présente. C'est un site merveilleux. On peut y faire du rafting et du trekking sur plusieurs jours. Il y a vraiment ici beaucoup d'activités à faire. Les touristes viennent du monde entier, beaucoup d'Européens, Scandinaves, Allemands, Hollandais, Français, Espagnols et Anglais. German, Holland, France, Spain, England. La réserve de Bukit Lawang montre que l'on peut concilier l'essor économique des villages et la préservation des autres habitants de la forêt. Les villageois savent désormais comment tirer des bénéfices de la jungle sans avoir à la détruire. Ils prennent soin des espèces en voie de disparition, comme les orang-outans. Il en reste moins de 7000 à Sumatra. Les aires de préservation, comme le Gunung Leuser National Park, sont leur seul salut. Depuis une vingtaine d'années, 200 orang-outans rescapés des villes ont été réintroduits en forêt de Bukit Lawang. 40 vivent encore à ce jour dans le centre de réhabilitation de la réserve. Bukit Lawang is open at 1973. La réserve de Bukit Lawang a été créée en 1993. Avant, il n'y avait que la jungle ici. Avant 1980, c'est la WWF qui se souciait de la préservation des orang-outans. Deux femmes suisses ont travaillé à réinsérer ces animaux dans la forêt, leur apprenant à survivre, grimper aux arbres, trouver de la nourriture. Depuis 1980, le relais a été pris par le gouvernement et les habitants du village, qui s'occupent de la réhabilitation de ces animaux. L'orang-outan est le plus grand primate asiatique. Son nom signifie « l'homme de la forêt ». D'ailleurs, son patrimoine génétique est très proche de celui de l'homme. Nous possédons 96% de gènes en commun. On découvre plusieurs espèces de singes en liberté. C'est vraiment quel plaisir, après avoir entendu pétarader les motos pendant des jours et des jours. Et là, on se retrouve dans le calme de la forêt, les singes qui se parlent entre eux, très agréable. Avoir côtoyé de si près, durant quelques instants, ces grands singes sauvages ne peut laisser indifférent. Maintenant que nous savons ce qui les menace, à nous de défendre leur cause. Le voyage à Sumatra se termine dans une communion exceptionnelle avec la nature. Je retire une impression très forte d'une grande gentillesse de la population, d'une diversité dans les paysages que j'ai traversés. Et pour moi, qui viens de métropole, c'est évidemment une sensation nouvelle et très enrichissante dont je garderai très longtemps le souvenir.